Bruce Dickinson serait-il le mal alpha du métal? Quand on passe au curriculum vitae, on attendra à se poser la question. Il est le frontman d'Iron Maiden, l'un des groupes les plus notoires, les plus aimés et les plus respectés de toute l'histoire du métal. Il est un chanteur avec un grain de voix et une signature vocale instantanément reconnaissable qui, malgré un cancer de la gorge et de la langue il y a quelques années, continue à interpréter sur scène à plus de 60 ans et avec talent des titres composés plus de 35 ans plus tôt. Il est pilote, conférencier, il a écrit des documentaires pour la télévision, il a écrit des films et produit des films pour le cinéma. C'est un escrimeur qui, il y a quelques années, pouvait se mesurer avec des champions européens. C'est un puits de science et de culture, tout aussi capable de pouvoir vous parler de l'histoire de l'aviation britannique que de la littérature japonaise d'Eiji Yoshikawa, l'histoire d'Aleister Crowley ou l'humour des Monty Python. En parlant d'humour, évidemment, il n'en manque pas, cet humour pince sans rire qui est une de ses caractéristiques et qu'on retrouve dans cette autobiographie. Il a écrit d'ailleurs plusieurs livres à succès et avec À quoi sert son bouton, son autobiographie que je vous présente aujourd'hui, il vient tout simplement de nous pondre une des meilleures autobiographies de métalleux qu'il m'ait été donné de lire. Et en plus, il est humble et simple, c'est qui vous donnerait des complexes un gars comme ça. Mais l'avantage quand on lit son autobiographie, c'est qu'on réalise que derrière l'exceptionnelle réussite et derrière l'icône du chanteur d'Iron Maiden se trouve un homme. Un homme avant tout passionné, travailleur, opiniâtre et méthodique. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est de constater que dans toutes les situations, il arrive toujours à prendre la distance par rapport aux événements, qu'il arrive toujours à les regarder sous un angle bien spécifique et qu'il a cette extraordinaire capacité d'écoute, ce qui lui permet d'assimiler très vite les savoirs qu'on lui transmet, de les faire siens pour pouvoir ensuite les retranscrire à sa façon. C'est ce qu'il a fait avec les chansons des 2 premiers albums de Maiden qui s'est approprié, c'est ce qu'il a fait avec les conférences, avec le documentaire, etc., etc. On peut très bien ne pas aimer la musique d'Iron Maiden, j'en conviens parfaitement, mais à la lecture de cette autobiographie, difficile de ne pas avoir de respect pour Bruce Dickinson. J'aurais pu facilement vous trouver 20 bonnes raisons de lire ce bouquin, je vais me focaliser sur 3 en essayant d'être le plus exhaustif possible, tout en vous ménageant bien entendu quelques surprises. Soyez les bienvenus dans ce 6e épisode, il fallait que ce soit pour eux, 6e épisode de Riz & Moll consacré à l'autobiographie de Bruce Dickinson, À quoi sert ce bouton. Il y a à mon avis 99% de chances pour que si vous regardez cette vidéo, vous soyez un fan d'Iron Maiden et que si vous êtes intéressé par la lecture de cette autobiographie, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du groupe, les relations entre les membres, Eddie, les artworks, ce qui a pu influencer les lyrics, etc. etc. Ça apparaît bien légitime. Mais il faut cependant que vous sachiez une chose, si vous comptez vous manger du Maiden de la première à la dernière page, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ce n'est pas une biographie écrite par un journaliste sur le chanteur d'Iron Maiden, c'est l'autobiographie de Bruce Dickinson. Ça n'a l'air de rien dit comme ça paraît évident, mais au final, croyez-moi, ça fait la différence, parce qu'en termes de volume d'écriture, il y a à mon avis quasi autant de passages qui sont consacrés à l'aviation que des passages consacrés à la musique. Il faut quand même le savoir. Malgré tout, je pense que le fan de Maiden trouvera largement son compte dans la lecture de cette autobiographie, parce que comme vous le savez, Bruce Dickinson c'est un homme honnête et un homme transparent, et il livre pas mal d'anecdotes hyper intéressantes sur ses influences, sur les musiciens qu'il a rencontrés, sur ce qui le dynamise en tant qu'artiste, où il trouve son inspiration, ce qui le fait avancer, et évidemment ce qui a pu lui inspirer des lyrics. 2 Minutes to Midnight, par exemple, lui a été inspiré par un écrit prophétique sur la fin du monde qui disait que l'humanité était à son aube crépusculaire et qu'il lui restait en gros que 2 minutes avant minuit, 2 minutes en fait, avant de mourir. Le morceau Flight of Icarus, qui a vu une embrouille entre Steve Harris et Dickinson, Steve Harris voulant un morceau plus rapide, plus musclé, Dickinson ne voulant plus mesuré, plus lent,
comme la version qui est atterrie sur l'album, qui a été un des plus grands succès du groupe, et qui, en fait, voilà, qui aurait inspiré à Steve Harris cette réflexion, mais tu ne le veux pas plus lent, moi, juste parce qu'il passe à la radio. Des trucs comme ça qui sont vraiment sympas. When Eagles There, la coordination, le break de batterie qu'il y a au départ, a été inspiré à Nico McBrain par Bruce Dickinson. Et en fait, en studio, Nico McBrain, il avait du mal à la faire cette coordination. Il avait dit, à un pied, j'y arrive pas, il me faudrait une double. Et Dickinson lui a dit, mais moi je suis sûr que Ian Pace de Deep Purple, il le planterait ce plan. Donc du coup, piqué au vif, Nico McBrain, il a travaillé et il a réussi à le planter pour l'enregistrement. Et il a dit à Dickinson après, mais ne compte pas sur moi pour jouer ce morceau en live, on ne le jouera pas. Et Dickinson dit qu'après, en fait, ils ont joué ce morceau pendant des années, ils ont ouvert leur concert avec ce morceau. L'anecdote célèbre de The Number of the Beast, où ils avaient trouvé, en fait, sur la ligne de basse, l'enregistrement de la ligne de basse de Steve Harris, une voix saturée, sombre, diabolique, en plus de la basse, et ils se sont rapidement dit, mais en fait, c'est le malin, c'est le diable lui-même qui s'est invité, voilà, pour faire entendre sa voix dans ce morceau. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste que Steve Harris, pendant qu'il enregistre, il aime bien chanter, et que sa voix a été captée par un micro qu'il a retranscrit après sur la bande, en fait, où il y avait sa ligne de basse. Donc plein d'anecdotes comme ça, la manière hallucinante dont il se présente au groupe avant qu'il remplace Paul Di'Anno. D'ailleurs, un jour on parlera de l'autobiographie de Paul Di'Anno, parce que c'est vraiment entre celle de Dickinson et celle de Paul Di'Anno, c'est voilà, à peu près, il y a autant de différence qu'entre le jour et la nuit. Donc voilà la manière absolument incroyable dont il se présente au groupe avant de remplacer Paul Di'Anno, la manière incroyable dont il prend la décision quand il prend la décision de quitter le groupe, quand il prend la décision pour revenir, comment il est transparent par rapport à sa fonction d'artiste, de musicien, l'immobilisme à un moment qu'il a gêné, le dynamisme qu'il cherchait, la recherche d'aspiration qu'il a recherché dans sa carrière solo, les pièges de la célébrité de Maiden qu'il a très rapidement compris, le fait que cette célébrité, que d'être dans un groupe aussi énorme, pouvait le faire sombrer dans l'alcoolisme, la drogue ou la folie. Il parle souvent de folie, que ce groupe aurait pu le rendre fou, et c'est ce qui l'a amené, c'est un individu passionné, mais c'est ce qui l'a amené à trouver d'autres vecteurs pour pouvoir s'exprimer, d'où l'escrime, d'où l'écriture, d'où l'aviation, afin tout ça de trouver autre chose que Maiden et ne pas tout simplement devenir cinglé. Donc je pense que le fan du groupe trouvera largement son compte dans ce bouquin, parce que ce qu'il raconte sur Iron Maiden, c'est tout simplement passionnant. De la même manière qu'il y a 99% de chances pour que vous soyez un fan d'Iron Maiden, il y a évidemment 99% de chances pour que vous soyez aussi un fan de Bruce Dickinson. Et là, bonne nouvelle, vous n'allez pas être déçus. Bruce Dickinson n'a pas cédé ni aux sirènes du commercial, ni aux sirènes du facile. Ça se voit dès le départ quand on voit déjà la couverture de cette autobiographie. Il ne capitalise pas sur Iron Maiden ou sur voilà, sa fonction de rockstar. Il n'est pas en habit de musicien. Le titre lui-même ne fait pas référence à la musique, mais au monde de l'aviation, bien qu'après, quand on lit le bouquin, on comprend que derrière, à quoi sert ce bouton, et il y a toute une philosophie de vie, mais il ne cède pas à la facilité. Il raconte l'histoire de la manière qu'il veut la raconter, comme il veut la raconter. Donc là, voilà, donc c'est vraiment une excellente nouvelle, parce qu'il fait preuve d'honnêteté, il fait preuve de transparence. Et quand on lit voilà, les éléments biographiques de sa vie, ça permet de comprendre ensuite beaucoup de choses d'Om Maiden et beaucoup de choses de sa vie d'homme. Il a été élevé jusqu'à l'âge de 5 ans par ses grands-parents. L'école, ça a été au départ très compliqué parce qu'il se faisait régulièrement, il devait beaucoup se battre, il se faisait régulièrement molester à l'école. Même quand il est rentré voilà, en internat à Handel, il est tombé sur des élèves, vraiment des frappadingues qui étaient vraiment agités du ciboulot, ou en fait des profs qui eux aussi étaient tout aussi pétés du casque et qui leur faisaient voir déverter les pas mûrs. Il a été aussi, ça je ne savais pas, dans la Union Christian, je crois. Voilà, donc il faisait du prosélytisme religieux dans la rue. Fait le passage, il est véritablement excellent quand il fait du prosélytisme dans la rue. Et on comprend que ces années à l'école un petit peu difficiles, ces années d'études un petit peu difficiles, ont eu un impact après, voilà, et c'est une sorte de revanche, voilà, le succès qu'il a pu connaître dans l'aviation, dans les documentaires, dans l'écriture, c'est une revanche par rapport à ces années-là, même en ce qui concerne la musique, parce qu'il a failli intégrer le chœur religieux de l'église de Handel. Il avait passé l'audition, et en passant l'audition, il s'est aperçu, il a dit, je ne veux pas me retrouver finalement dans un cadre religieux, je vais moi-même
saboter l'audition. Donc du coup, il a chanté comme un pied, et le curé qui était chargé de l'audition avait noté Bruce Dickinson, absolument aucune prédisposition pour le chant, ni aucun talent. Un visionnaire doublé d'un découvreur de talent. Et enfin, la troisième des bonnes raisons, cette autobiographie, je commence à en avoir lu quelques-unes, mais cette autobiographie ne ressemble à aucune autre de celles que j'ai lues jusqu'à présent. Ce n'est pas l'écrit d'un journaliste sur une rockstar, ce n'est pas l'écrit d'un excentrique, ce n'est pas un recueil de poésie, ce n'est pas un ouvrage technique sur l'aviation, c'est tout ça à la fois. Il arrive d'une manière absolument incroyable, Bruce Dickinson, à synthétiser plein d'aspects de sa vie, plein d'éléments très différents les uns des autres pour en faire en fait une histoire cohérente. À la fin du bouquin, il y a un petit épilogue qui est court, qui fait à peine une page, mais avec cette page, il répond à toutes les questions que je m'étais posées au départ. C'est-à-dire qu'il a voulu que cette autobiographie lui soit propre, lui soit personnelle. Et il voulait amener dans son écriture une forme de dynamisme, une forme que ça soit ludique, que ça soit intéressant, mais il voulait qu'il y ait aussi des choses à l'intérieur, des choses qui soient anecdotiques sur Maiden, sur sa carrière dans l'aviation, des choses qui sont plus techniques. Il explique par rapport au chant, voilà, des données techniques de sa technique vocale, ce qui l'a influencé, l'inspiration, de l'inspiration, etc., l'aviation, voilà, il y a plein de données techniques, et une certaine philosophie de vie. Il explique comment il considère l'apprentissage, etc., etc. Donc tout ça, en fait, avec cette espèce d'humour, de flegme britannique qui est vraiment très agréable dans cette autobiographie, il arrive à passer avec une facilité déconcertante de l'humour au dramatique. Il peut tout aussi bien vous parler de Nico McBrain sur un terrain de golf qui lâche une gigantesque perlouse et qui finit avec la taupe au guichet, une séance photo où il voit Quiet Riot, Dickinson pété comme un coin qui va mettre son zboob dans l'oreille du chanteur de Quiet Riot. Donc des passages comme ça extrêmement humoristiques, avec d'autres qui sont beaucoup plus introspectifs, beaucoup plus émouvants. Sa lutte contre le cancer, évidemment, lorsqu'il parle des amis disparus. Et il arrive en fait à son écriture, il peut, dans les instants dramatiques, prendre une forme de recul avec de l'humour, ou pas, et dans certains moments beaucoup plus légers, beaucoup plus joyeux, voilà, ben garder ce côté extrêmement premier degré de la gaudriole, mais aussi avoir une certaine distance un petit peu dramatique. Il a cette facilité dans l'écriture qui lui permet un petit peu, voilà, de dynamiser son récit tout au long en fait de ce bouquin. Et au final, quand on constate le résultat, ben on ne peut s'apercevoir que d'une chose. And his name is John C. Il a réussi cet objectif en faisant une autobiographie qui lui est propre et qui lui ressemble. Et au final, ce qui reste presque le plus impressionnant, c'est que sur la masse, sur l'écrit qu'il nous propose aujourd'hui, il y en a une grande partie qui a été coupée. Il ne fait pas du tout mention ni à ses femmes, ni à ses amours, à ses divorces, à ses enfants, à la famille, etc., etc. Il ne fait pas référence non plus au monde de l'entrepreneuriat. Il y a toute une partie de sa vie qui n'est pas traitée, voilà, dans cette autobiographie. Donc déjà, comme je le disais au départ, on voit le curriculum vitae du mec, mais qui est déjà ahurissant, et on se dit qu'en plus, il y a d'autres choses à mettre dedans. Et il n'y a pas de vantardise, c'est pas quelqu'un de prétentieux, il reste quelqu'un de relativement humble quand il parle de la manière dont il a travaillé pour élaborer la fameuse bière d'Iron Maiden, The Trooper, je crois qu'elle s'appelle, j'en ai jamais bu, je ne sais même pas si elle est bonne. Mais quand il parle de tout ça, il y a une forme de simplicité du Britannique, buveur de bière. Il dit voilà, une bière qui vous accompagne toute sa vie, c'est ça que j'ai voulu faire. Il y a aussi quelque chose, voilà, d'extrêmement simple dans cet écrit, malgré les capacités exceptionnelles qu'il a, ce bonhomme, qui font que voilà, ça le rend sympathique. Ça rend l'écriture de ce bouquin agréable, et au final, elle est absolument indispensable, la lecture de ce livre, pour le fan d'Iron Maiden, pour le fan de Bruce Dickinson, et pour la personne qui a envie d'acquérir une culture littéraire métal solide, parce qu'effectivement, un bouquin comme ça, on ne peut pas passer à côté, et en plus, c'est très agréable. Donc, à quoi sert ce bouton? L'autobiographie de Bruce Dickinson, une lecture que je vous conseille chaudement.
Gigi Allin, le précédent épisode de Rizemol qui était consacré à Gigi Allin, donc Antéchrist de l'extrême, a connu un fort bon démarrage. J'en suis très content à la fois pour la mémoire de Gigi Allin et pour le travail de Pierre Avril. Le prochain épisode arrivera un petit peu moins vite que celui-là, hein, prendre un petit peu le temps de se poser également. Ça va traiter d'un personnage, comme d'habitude, très différent de celui dont on a parlé aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien et pour vos encouragements. Et j'aimerais qu'on termine sur une citation de Bruce Dickinson, sur certainement une de ses punchlines que je préfère. C'est ma punchline préférée. Elle est extraite du documentaire qui était passé à l'époque sur Arte, qui s'intitulait Cœur de métal, et donc voilà, je vous laisse avec cette citation de Bruce Dickinson, voilà, que je trouve vraiment aux petits oignons, et se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rizemol. What a great question! What kind of food is rock and roll? Do you take acid? Rock and roll is like, I don't know, it's like a blue cheese hot dog. Bon appétit.